tous et bienvenue sur ma chaîne, la bibliothèque d'Emilia. Aujourd'hui on se retrouve pour une des vidéos de début d'année que j'aime tellement filmer. Franchement, l'anticipation du contenu de janvier, ça me met trop en joie. Et aujourd'hui on va parler des 24 livres que je souhaiterais lire en 2024. Alors cette façon de faire ne pourra pas s'éterniser non plus jusqu'en 2045, c'est pas possible. Je sais pas quand est-ce que j'arrêterai de le faire, on verra, ça se trouve je serai même plus sur YouTube à cette époque là. Mais du coup je voulais vous parler des 24 livres que j'aimerais lire cette année, que je vais prioriser. Et ça tombe bien 2024 parce que 24 c'est un double de 12. Et j'ai voulu refaire cette année les 12 livres par les 12 amis. Ce qui fait qu'en fait dans mes 24 livres à prioriser, vous allez avoir à la fois les 12 livres par les 12 amis, mais aussi 12 livres que j'ai choisis moi-même pour diverses raisons. Je vous en parlerai au fur et à mesure. Et du coup, je vous propose qu'on commence tout de suite par les 12 livres par les 12 amis. Et je vais vous montrer ce que mes amis m'ont choisi pour lire en 2024. Alors j'ai envoyé le message à peu près en même temps à tout le monde. Et la première qui a répondu le plus vite possible, et franchement à une vitesse incroyable, c'est Camille de Madame Errance qui m'a choisi. Et là, personne va être vraiment très étonné. Un palais de flammes d'argent de Sarah J. Maas, donc publié chez La Martinière Fiction, puisque maintenant ils ont changé, c'est plus La Martinière Jeunesse. C'est le 4e tome de la saga ACOTAR, enfin 4e, ça dépend si on compte que un palais de quelque chose de glace, c'était un 3.5, une nouvelle, ou si c'était un tome à part entière. Bon, normalement c'est le 4e tome qui se concentre sur une des sœurs de fer, donc Nesta, rappelons-le, à la base ACOTAR c'est l'histoire de fer qui va se faire capturer par un roi faé qui subit une malédiction. C'est une réécriture de La Belle et la Bête, mais ça change vraiment après. Vraiment c'est que le prémisse du tout début. Et Fer, elle a une sœur qui s'appelle Nesta et qui souffre de stress post-traumatique. Personnellement, les traumas, je connais, donc je pense que ça peut être très intéressant de lire là-dessus. Je l'ai depuis longtemps, je l'ai eu d'abord en broché, je l'ai revendu, je l'ai pris en relié parce que toute ma collection est en relié. Là pour l'instant je me concentre sur Kelana. Ensuite je ferai une relecture d'ACOTAR en lisant celui-là. Et j'aimerais bien à la fin d'année du coup pouvoir lire Crescent City 3. Car pour lire Crescent City 3 c'est bien d'avoir tout lu le reste. Donc voilà, c'est une entreprise, mais on va y arriver. Quoi qu'il en soit, celui-là, il sera lu cette année, puisque Camille me l'a mis dans ma pile à lire, et que je sais pas pourquoi, j'ai toujours pas lu. Ensuite, c'est Manon de Vibrations Littéraires qui m'a choisi un livre, et là non plus, sans grande surprise, il s'agit de Rose éternelle d'Ophélie Duchemin, publié chez Plume Blanche. J'ai déjà lu le tome 2, oui, pas dans l'ordre, hein. Des fois on fait des bêtises, de la saga, donc c'est les gardiens d'Ulderine je crois. Et le tome 2 était sur la petite sirène, j'ai énormément aimé. Et en fait pour moi La Belle et la Bête c'est un conte d'automne. Et du coup je voulais en fait attendre l'automne pour le lire. Et il se trouve que l'automne dernier j'ai pas eu le temps, j'ai oublié, j'ai pas priorisé. Et après il me faisait plus trop envie. Et je crois que non, c'était l'automne encore avant. Et puis là cet automne ça m'a refait la même chose. Du coup cette fois-ci, heureusement qu'elle me l'a mis dans la liste, puisque je compte bien le lire cet automne. Attention, hein. Si en décembre j'ai toujours pas lu, vous pouvez me jeter des cailloux. On est aussi sur une réécriture de La Belle et la Bête, où on va suivre, comment elle s'appelle, Méliane, qui va en fait se faire tout simplement kidnapper par une bête monstrueuse qui doit avoir une malédiction qui pèse sur lui, évidemment, vous vous en doutez. Le 3e tome, Fil d'or, donc qui est sur Réponse, va sortir dans l'année. Il me semble que c'est en avril, du coup plus vraiment on va dire pas d'excuses, parce que du coup Fil d'or pour moi c'est plus un truc de printemps-été. J'aimerais bien le lire en dernier. Donc en fait si celui-là je le lis pas en automne, ça repousse ma lecture de Fil d'or à 1000 milliards d'années. Donc ça ce sera lu cet automne. Ensuite c'est Marie de Mirazonchi qui m'a choisi un livre. Et qu'est-ce que je suis contente qu'elle me l'ait choisi, puisque je l'avais d'ores et déjà mis dans ma pile à lire de l'hiver. Tout simplement parce que ça fait des années que je veux lire ce livre qui a été encensé par Margot Liseuse. Et je pense qu'on a toutes eu envie de lire ce livre après qu'elle en ait parlé. En fait ça faisait longtemps qu'il était dans ma wishlist mais je l'avais pas physiquement. Et on me l'a offert récemment, donc je suis très contente qu'elle me l'ait mis parce que ça c'est pile une lecture d'hiver. Ce sera lu je pense en janvier. Il s'agit de Un bûcher sous la neige de Suzanne Fletcher, qui est un roman qui va parler de chasse aux sorcières, mais dans le sens historique, en Écosse au XVIIe siècle. On a Corag qui est une jeune fille qui est accusée de sorcellerie et qui attend le bûcher. Il va y avoir un révérend et compagnie, et je crois qu'il va y avoir des petits trucs surnaturels, mais on reste quand même dans l'historique on va dire. C'est un roman que donc Margot Liseuse avait adoré, et depuis qu'elle en a parlé j'ai qu'une envie, c'est le lire. Je pense que ça ce sera parfait
pour le mois de janvier. Le prochain livre, et j'ai dû prendre mon carnet tellement beaucoup de personnes m'ont dit mais pourquoi tu n'as pas lu ce livre, mais c'est Lucie du compte Instagram Entre les lignes de Lucie qui m'a choisi un livre et en fait qui m'a choisi un livre qu'elle voudrait lire en lecture commune avec moi, et ce sera cet été puisque vous allez le voir, le thème est très estival. La Reine Traîtresse de Daniel L. Jensen, publié chez Brajlon. C'est le deuxième tome de la saga Le Pont des Tempêtes, la fin d'ailleurs de la première duologie, même si vu que tout se passe dans le même univers j'aurais tendance à regrouper ça en une saga. Mais bon, après, chacun son point de vue. On est dans une fantaisie tropicale et c'est pour ça que clairement ça, en été, ce sera parfait. Avec Lara, qui est la fille en fait du roi de Maridrina, qui a envoyé une de ses filles, donc elle, pour espionner en fait le royaume d'Itikana, qui est un espèce de royaume formé d'îlots d'archipels, qui forme en fait un espèce de pont entre deux continents. Et du coup c'est un endroit commercial hyper prolifique et en gros les deux royaumes à côté ont très envie de mettre la main dessus, et du coup il va envoyer une de ses filles un peu en espionne et à la fois pour essayer de se marier avec lui. Et j'en dis pas plus, mais c'est une romantasy comme je les aime. Pourtant, vous le savez, je suis de plus en plus difficile avec les romantasy parce que on voit toujours la même chose, parce qu'il y a beaucoup de scènes explicites qui servent à rien, bref. Je suis pas la plus friande du genre, mais ça c'est une pépite, et en plus le consentement est très important, donc voilà, très envie de le lire. Hâte qu'on le lise cet été toutes les deux Lucie, merci de me l'avoir choisi. Ensuite c'est Mélissa du compte Instagram Reads of Melissa qui m'a choisi un de ses coups de cœur de l'année dernière, qui est une belle bricasse et qui me fait très peur. Il s'agit de Malice de John Gwynne, c'est de la fantasy adulte. Je sais qu'elle a adoré, je sais que c'est une saga qui est encensée dans le monde anglophone, donc il me donne très envie, mais il est énorme. C'est un investissement je pense, et du coup il me fait un petit peu peur. Je ne vous ferai pas un résumé tout simplement parce que j'ai pas tout compris, déjà rien qu'en le lisant. Alors vous refaire un résumé, mais c'est de la bonne grosse fantaisie adulte, un côté un peu médiéval avec des chevaliers, avec des grandes batailles, voilà, c'est ce genre d'univers. J'ai très envie et à la fois il me fait peur. Au moins vu qu'elle l'a mis dans cette liste, je vais peut-être être un petit peu obligée de le sortir. Voilà. Et ensuite c'est Aurélie de Livromancienne qui m'a choisi un titre qui m'a un petit peu intriguée puisqu'elle ne l'a pas lu mais qu'en fait il lui fait énormément envie. Il s'agit de Alumnia de Tiffs, donc publié chez Plume Blanche, qui va parler, je crois, expérience de mort imminente. C'est une jeune personne qui meurt mais en fait elle est pas morte. Il y a un royaume un peu étrange et des technologies un peu étranges qu'elle ne connaît pas et qui vont bouleverser un petit peu toutes ces croyances établies, voilà. Je pense qu'il va y avoir une rébellion, je sais pas trop quoi en penser. En fait ça fait très longtemps que j'ai pas lu de chronique là-dessus, mais je vois qu'il y a énormément de dessins, c'est chouette, hâte de le découvrir. Pas dans mes priorités, mais hâte de le découvrir. Ensuite c'est Mélanie de The Book of Mélanie qui m'a choisi un livre et il était temps que je le sorte. Celui-là il sera lu assez rapidement je pense. Il s'agit du deuxième tome de 6 couronnes écarlates que j'ai en anglais, qui s'appelle The Dragon's Promise et qui à mon avis va pas trop tarder à sortir chez Ralo. Je crois que c'est prévu pour le printemps mais je voudrais pas vous dire de bêtises. C'est donc le deuxième tome de cette duologie qui comporte un livre qui est ni un préquel ni un spin-off mais qui se passe dans le même univers, donc il y a une duologie plus un tome unique il me semble, et dans cette duologie on va suivre une jeune fille qui en fait a une belle-mère qui a des pouvoirs et qui va un jour transformer ses frères en grues et qui va lui dire qu'en gros si elle parle, un de ses frères va mourir. Dès qu'elle parle, dès qu'elle ouvre la bouche pour dire quelque chose, un de ses frères meurt. Du coup elle va se murer dans le silence, va s'exiler dans les petits villages en fait alentour et va vivre une vie un petit peu de reclus et de solitude, mais elle avait rencontré un homme dragon qui va potentiellement l'aider dans sa quête. Il y a plein d'autres choses, ça fait un petit moment que je l'ai pas lu, donc il y a des éléments de l'intrigue qui me semblent plus si familiers, mais il faut que je le lise. En plus il va sortir en VF, donc voilà, j'avais adoré, ça avait été un de mes coups de cœur, alors pas de l'année dernière mais de 2022 puisque je l'avais lu en 2022. Donc il s'agirait que je termine cette duologie. Ensuite c'est ma copine Maud de Maud and Her Sweet Books sur Instagram qui m'a mis un livre des éditions Hurlevent et il était temps puisque j'en ai accumulé pas mal et que ça fait un petit moment que j'en ai pas lu. Il s'agit des éclats de la fratrie Opique de Mélissa Restou
et c'est un roman qui se passe à la fois en 1897 mais aussi en 1915, qui va traiter notamment de la Première Guerre mondiale et aussi des relations familiales, filiales. Et j'ai hâte, voilà. Les romans en général Hurlevent ne me déçoivent pas, bon, j'en ai lu que 2 mais les 2 c'était des très grosses réussites. Et j'adore le fait qu'il y ait des playlists au début, je trouve que ça rend la lecture vraiment plus immersive et c'est quelque chose que j'apprécie énormément. Donc hâte. En plus ça fait très hivernal pour moi, je sais pas pourquoi la Première Guerre mondiale ça me fait penser aux tranchées gelées et voilà, donc je pense que je vais lire ça dans les mois qui viennent, soit ce mois-ci, soit le mois d'après, peut-être plus en février, mais ouais, chouette. Ensuite c'est Lovelda de Elle livre son avis sur Instagram. Elle m'a choisi Les Sorcières de Pendle, donc de Stacey Halls, qui va aussi parler un petit peu de chasse aux sorcières, plutôt dans le terme historique, mais à la fois qui va s'appuyer sur des personnes qui ont réellement existé, comme Alice Gray, qui a été jugée coupable de sorcellerie. Et donc on va être dans le Lancashire en 1612 avec une jeune châtelaine qui va en gros avoir un petit peu peur parce que ça fait 3 fois qu'elle a une fausse couche, et elle va croiser le chemin d'Alice Gray, qui est une sage-femme qui connaît les plantes médicinales. Vous comprendrez que ça va lui porter préjudice par la suite, et quand va y avoir un immense procès et que Alice va être mise sur le bûcher, la jeune femme va essayer en fait d'arracher sa bienfaitrice au destin qui l'attend. Voilà, ça a l'air très chouette. Ça pour moi c'est très automnal, donc je pense que je le lirai plutôt cet automne. Mais j'ai entendu que de bonnes choses sur cette autrice et sur ce livre, donc hâte de le lire. Ensuite c'est Caro de Caromelu sur Instagram qui m'a choisi un livre en VO qui n'est pas sorti en VF et je crois qu'il n'est pas prévu d'être traduit. Il s'agit de Defy the Night de Brigitte Camrère, qui a écrit Un sorcier noir et éternel. Et là, je ne me souviens plus du tout ce que c'est, puisque c'est un livre, je crois qu'on avait eu dans la Fairyloot et que je n'avais pas lu à ce moment-là, parce que je crois que le book club n'existait pas encore. Alors pour vous dire de quoi ça parle, autant vous dire que on va y suivre une apothicaire qui en gros va jouer un petit peu le rôle de Robin des Bois, qui va voler des plantes médicinales je crois pour les distribuer aux personnes qui sont dans le besoin. Il va y avoir un truc comme ça, il va y avoir une rébellion aussi contre le pouvoir établi dont elle va faire partie, et franchement j'en sais pas plus. J'avoue qu'heureusement qu'elle me l'a mis sur cette liste parce que celui-là plus ça va et moins j'ai envie de le lire. Donc je vais essayer de lui donner une chance parce que j'avais quand même énormément aimé cette saga Un sorcier noir éternel, donc ce serait dommage que je passe à côté de celle-là. Si je vous montre ça, ai-je vraiment besoin de vous dire qui m'a recommandé cette lecture pour 2024 ? Non, il s'agit évidemment de Johanna qui m'avait déjà choisi le tome 1 pour 2023 à tous les coups. Elle me choisit le tome 3 pour 2025. Il s'agit évidemment de... Oh, j'avais oublié qu'il y a des petites photos de Belle et de Panama dedans. Il s'agit donc d'une saga un petit peu de dark fantasy, même si je sais pas si le terme est très adapté. On va suivre Panama qui va rentrer dans une guilde d'assassins et qui va être formée à l'assassinat. Elle va être formée notamment par un homme qui est un peu plus âgé, même beaucoup plus âgé qu'elle, et qui va avoir une énorme emprise sur elle, et j'avoue que j'ai eu un petit peu de mal avec cette relation, mais vu qu'elle s'en défait, j'ai hâte de voir ce que va donner la suite. Je sais que c'est la saga chouchou de Johanna et j'avais bien aimé le tome 1, partie 1, partie 2, donc il est temps de découvrir le deuxième. Et puis voilà, hein, un tome par an, c'est pas mal. Peut-être qu'en 2025 je l'aurai terminé. Et enfin, le dernier livre qui a été choisi par mes amis, il s'agit de Dylan de Vintage Navy Books sur Instagram. Je vous en parle souvent. Il m'a choisi Ariane de Jennifer Saint, publié chez Sabran. C'est un roman qu'il a adoré, qui va parler en fait de la réécriture du mythe d'Ariane, qui est celle qui a donné à Thésée le fil d'or pour qu'il puisse s'échapper du labyrinthe du Minotaure. Tout le monde connaît un petit peu cette histoire. Mais du coup, j'ai très envie de découvrir cette histoire parce que vous le savez, j'adore la mythologie grecque. Et voilà, encore une nouvelle façon de découvrir les mythes qu'on connaît si bien. Et il a vraiment beaucoup aimé ce roman, donc j'ai hâte de le découvrir. Il est franchement pas gros en plus, ce qui est très appréciable. Maintenant que cette première partie est terminée, on va passer aux 12 livres que je me suis choisi de prioriser pour le 2024. Et on va commencer tout simplement avec les suites ou fins de sagas. Parce que vous le verrez dans ma vidéo des sagas en cours et des sagas abandonnées, surtout abandonnées, que vraiment là, cette année, ça doit être l'année de la saga, parce que ça va plus.
Voilà, rien ne va plus. Donc je me suis mis des titres pour continuer ou terminer une saga, en tout cas des titres que ça fait longtemps que j'ai dans ma pile à lire et que je n'ai aucune raison de ne pas sortir. Le premier c'est Le Roi Maléfique de Lee Black, publié chez Rajo. J'avais pas aimé plus que ça Le Prince Cruel, c'était chouette mais sans plus. Mais on m'a dit que le tome 2, le tome 3 étaient bien meilleurs, donc c'est pour ça que j'ai pas réussi à le sortir. Parce que vu que j'ai pas été coup de cœur sur le premier tome, j'ai pas cette attirance vers le livre. J'ai envie de le lire mais il y a toujours quelque chose que j'ai envie de lire en plus, donc il était temps que je le mette sur cette liste. Voilà, je lirai Le Roi Maléfique cette année. Pour rappel, Le Prince Cruel à la base c'est June qui est une humaine qui vit dans un royaume de failles où il y a plusieurs princes, notamment le prince Cardan qui est le plus jeune et qui est un petit voilà. Dans le premier tome, s'il vous plaît ne me dites pas qu'il est sympathique dans le premier tome parce que ce n'est pas vrai. Après peut-être qu'il s'améliore, ok, mais pas dans le premier tome. Et du coup, il va y avoir des intrigues de cour et surtout des complots. J'en dis pas plus, mais voilà, tout le monde connaît quand même Le Prince Cruel. Si vous l'avez pas vu passer, où étiez-vous pendant 5 ans? Ensuite, un autre tome qu'il faut absolument que je lise, tout simplement parce que je l'ai acheté directement une fois que j'ai lu le tome 1, j'ai acheté le tome 2 et le tome 3 en même temps, comme ça je les avais. J'ai lu le tome 2 super longtemps après et j'ai toujours pas lu le tome 3. Morningstar de Pierce Brown, qui est donc le 3e tome de Red Rising que j'avais adoré. Le tome 2 je l'avais beaucoup aimé, un peu moins mais j'avais beaucoup aimé. Et il est temps que je continue. En plus cette saga a je sais pas combien de tomes, puisqu'il y a 2 trilogies, non une trilogie, une quadrilogie. Mais la quadrilogie n'est pas encore terminée, quoi qu'il en soit. Pour moi c'est la même saga parce qu'en fait c'est les mêmes personnages qu'on retrouve des années plus tard, mais ça reste les mêmes personnages principaux. Donc voilà. Mais à la base ça c'était le 3e et dernier tome de la première trilogie. On va suivre un monde dystopique où en fait les personnes sont rangées par caste. Donc vous avez des couleurs et les rouges ce sont les moins bons et les or ce sont les plus riches. Les rouges vont être envoyés sur Mars pour terraformer la planète, pour la rendre habitable en fait pour les autres castes. Et donc c'est ce que notre personnage Darrow va penser tout au long du début du livre. Et puis il va se dire que c'est un héros parce qu'il prépare la planète pour que en fait l'humanité ne meure pas. Sauf qu'en fait ce qui s'est passé c'est que ça fait des années que toutes les castes vivent sur la planète et qu'ils sont gardés un peu en esclavage au cœur de la planète pour continuer à miner des matériaux en fait qui sont indispensables à la survie de tous. Sauf que eux ils sont vraiment exploités, ils meurent à 35 ans tellement leur travail est dur et compagnie. Et du coup suite à un événement qui va le traumatiser, il va décider de se soulever, de rejoindre un groupe de résistants et il va se faire passer pour un or via des modifications génétiques et va rentrer dans un espèce de concours pour avoir des places haut gradées en gros chez les orcs. Voilà, j'en dis pas plus. C'est vachement chouette mais je sais pas pourquoi je traîne. Et enfin, alors lui je sais pourquoi je traîne. The Blood Traitor de Lynette Noni, c'est le 3e et dernier tome de la trilogie The Prison Healer et je le traîne tout simplement parce que en fait quand j'ai commencé à vouloir lire le 2, le premier sortait et on avait une date de sortie pour le 2 et du coup je me suis dit que j'allais les lire à peu près au moment de leur sortie pour pouvoir vous donner un avis en gros le jour de la sortie. Sauf que le 3 est pas encore sorti, il sort en mars, donc ça sera lu début mars, histoire de pouvoir vous faire mon retour sur la fin de cette trilogie que j'adore, qui va suivre, j'ai perdu son nom, qui est une jeune fille qui est dans une prison à la base et qui va devoir soigner la Reine des Rebelles. Et vu que la Reine des Rebelles elle n'est pas en capacité de faire face au procès par épreuve qui l'attend, elle décide d'y aller à sa place. J'en dirai pas plus parce qu'il se passe plein de choses et qu'il y a plein de complots et que c'est hyper bien et que moi qui m'éloigne de plus en plus du young adulte, j'adore cette série. Donc c'est dire à quel point je la trouve géniale. Si vous ne l'avez pas commencé, allez-y. En plus le 3e tome va sortir, donc ça veut dire série que vous pourrez terminer très rapidement. Franchement, allez-y. Ensuite j'ai décidé d'y mettre 2 reliques de Mappal. Vous aurez une vidéo relique de Mappal en février puisque je le fais tous les ans en février, mais dedans il y a déjà un livre qui est dans les reliques de l'année dernière et un livre qui à mon avis sera dans les reliques de cette année. C'est des livres que je traîne et qu'il faudrait vraiment que je lise. Le premier c'est le 12e chapitre de Jérôme Loubry publié chez Le Livre de Poche. C'est un thriller un peu psychologique qui va parler d'un manuscrit en fait tous les jours après un drame. Des enfants qui sont devenus adultes vont recevoir une enveloppe avec un manuscrit qui relate en fait un événement tragique qu'ils ont vécu quand ils étaient petits et qu'ils avaient mis sous silence. Et j'adore Jérôme Loubry, mais celui-là je sais pas pourquoi j'arrive pas à le lire, c'est le dernier qui me manque dans les vieux.
puisque son dernier en grand format je ne l'ai pas lu, mais lui c'est le dernier vieux qui me manque. Et il faudrait que je le lise, en plus il fait même pas 300 pages en poche quoi. Enfin 350. Mais il est tout petit et je sais pas pourquoi j'arrive pas à le sortir. Et la reliquasse des reliquasses, qui est là depuis plus longtemps que je ne puisse le dire. La mer sans étoiles d'Erin Morgenstern, publiée chez Sonatine, qui est une histoire franchement très bizarre. On va suivre Ezra, qui est un garçon qui est un petit peu geek sur les bords, qui est pas trop sociable, qui va vraiment s'enfermer chez lui, qui va un jour feuilleter un livre qui va relater une partie de son enfance et il comprend pas comment un livre peut avoir des faits qui se sont passés dans sa vie. Et du coup il va chercher, il va tomber sur une espèce d'organisation très secrète, des livres très mystérieux, un jeune homme très mystérieux et franchement c'est un peu incompréhensible. Alors je vous dis ça tout simplement parce que je l'ai commencé. Je dirais même que je l'ai beaucoup commencé parce que là mon marque-page n'est pas à jour. Au niveau de l'écoute, parce que je l'écoute en audio, je crois que j'en suis par là. Voilà, il me reste ça. Et je n'ai pas encore tout saisi. C'est très onirique, c'est très lent. C'est agréable à écouter, mais j'ai pas encore tout saisi. Les pièces commencent tout juste à se mettre un petit peu voilà, dans l'ordre. Donc je pourrais pas vous dire vraiment ce que j'en pense, mais au moins ce qui est sûr, c'est que je l'aurais lu. Je l'aurais lu avant la prochaine vidéo des reliques. Donc le job est fait. C'est pas le cas pour tous ceux qui étaient sur la liste, hein, je vous le dis, mais pour celui-là, le job est fait. Et en plus, du coup, je l'avais mis sur ma liste avant de le commencer, donc un livre que j'ai déjà commencé. On commence bien cette liste des 24 et on va continuer avec les deux livres qui me font le plus envie dans ma pile à lire. Il s'agit de If We Were Villains de M.R. Rio, publié chez Phibbs et chez Hauteville en même temps, qui est une Dark Academia dont j'attendais la traduction depuis bien longtemps. On va suivre Oliver qui a purgé une peine de prison de 10 ans pour le meurtre d'un de ses meilleurs amis, sauf qu'il ne l'a pas commis. Donc on va revenir dans le passé pour découvrir ce qui s'est passé dans une académie prestigieuse où le théâtre a une grande place, très shakespearien. Je sais que c'est un livre que je vais adorer puisqu'il regroupe tout ce que j'aime et que la plupart des personnes qui ont le même genre de goût sur ce genre littéraire l'ont adoré. Donc voilà, j'ai hâte, il me fait très envie, mais ça c'est très septembre pour moi. Voilà, Dark Academia, c'est la rentrée, donc ce sera pas lu tout de suite. Et là où je suis très forte, c'est que le second livre que j'avais mis sur cette liste est également une de mes lectures en cours. Oui. Il s'agit de L'Engrange-Temps de Nell Pfeiffer, publié chez Hachette. Pourquoi est-ce qu'il me donne autant envie? Tout simplement parce qu'on y parle de retour dans le temps, de mécanisme du temps, de ce que ça implique et les conséquences que peut avoir un retour dans le temps. Et moi je suis ultra fan de ce genre de thématique. Du coup je l'avais mis dans cette liste en me disant que de toute façon je le lirai très vite et pour preuve je l'ai déjà presque fini. Enfin presque fini, il me reste 150 pages, un truc comme ça. Mais ça va aller vite, je l'aurai très bientôt terminé, je vous en parle très rapidement dans un update lecture. Pour l'instant j'aime beaucoup, mais voilà, je vous en parlerai dans un update lecture, je vais juste vous donner le résumé. On va suivre Sophie Delapente qui est une horlogère qui va pouvoir communiquer avec les oranimas qui sont des horloges qui peuvent entendre, parler et raconter en fait des secrets aux personnes qui sont chronolangues, donc qui peuvent parler aux horloges. Et un jour elle va tomber sur un engrange-temps qui va la faire revenir dans le passé, j'en dis pas plus. C'est hyper chouette, j'aime beaucoup, donc j'ai hâte d'être à ce soir, après ma journée de travail, puisque là je vous filme pendant ma pause repas. Cette journée est très longue, j'ai hâte d'être à ce soir, à avoir fini toutes mes tâches ménagères et juste me plonger dedans parce que j'aime trop. Hello, c'est la Emily du montage qui vient vous faire une petite séquence par ici. Tout simplement parce que quand j'ai pris la liste des 24 livres à vous présenter, il y en avait un que j'avais pas dans ma pile à lire. J'avais fait ma petite pile de lire et je vous donne dans le mille vu qu'il n'était pas dans la pile et j'ai oublié de vous en parler. Mais du coup je profite du fait que je vais tourner une autre vidéo pour vous faire ce petit clip pour vous parler donc du dernier livre, même si vous n'êtes pas encore au bout de la vidéo, que j'ai vraiment très envie de lire en 2024. Celui-ci fait donc partie de la liste des livres dont j'ai hyper hâte de retrouver en ma possession, et il s'agit du dernier tome des 7 sœurs. Alors vous allez me dire qu'il est déjà sorti, et en effet il est sorti en grand format,
Mais il faut savoir que cette saga, j'ai commencé à la lire en 2021 jusqu'en 2022 avec d'autres personnes et on la lisait en poche. Et du coup le tome en poche va sortir dans le printemps, mars, avril, mai, dans ces eaux-là. Donc il me tarde d'avoir ce dernier tome qui va relater l'histoire de ce père un peu mystérieux qui va adopter des filles aux quatre coins du monde, puisque c'est ça l'histoire de cette sœur à la base. En plus le livre a été écrit notamment par le fils de Lucinda Riley, puisqu'elle est décédée avant d'avoir pu le terminer, en lui laissant évidemment des instructions. Donc j'ai très envie de le lire, j'ai très hâte, surtout que j'ai réussi à ne pas me spoiler alors que ça fait un an qu'il est sorti en grand format, ce qui est pas chose aisée, on va pas se mentir. Et du coup j'ai super hâte et en même temps je suis un peu triste parce que je me dis que c'est vraiment pour le coup la fin des 7 sœurs. Puis en plus c'est aussi le dernier livre que l'autrice aura écrit, même si elle l'a pas totalement écrit toute seule, et du coup voilà, j'ai un sentiment un peu partagé, mais celui-là j'ai pas le besoin de le mettre sur une liste pour être sûre que je vais le lire en 2024, clairement il y a aucun doute. Et enfin les 4 derniers titres qui vont être sur cette liste, ça va être tout simplement des livres qui me font peur. Parce que voilà, il y a certains livres qui me font très peur et du coup je les laisse traîner, je les laisse traîner, je les laisse traîner. Et un jour ils se retrouveront sur une vidéo relique. On n'a pas envie de ça, donc je les ai mis dans cette liste. Le premier c'est Le Gang des rêves de Luca Di Fulvio, qui en plus est décédé il y a pas longtemps. C'est un peu un roman tranche de vie, je crois, sur une famille qui débarque en 1920. Une italienne qui va en fait essayer de trouver sa place. Je sais que c'est un roman qui est énormément acclamé, qui est énormément aimé, mais moi il me fait hyper peur parce qu'en poche il fait 900 pages, donc en grand format il devait être énorme. C'était une belle pavasse, bien que ce soit en poche, et je sais pas, il me fait hyper peur. Je vais voir si je peux pas le trouver en audio, parce que parfois ce genre de roman un peu long, un peu lourd, ça passe bien en audio, donc on verra, mais voilà, c'est un livre qui me fait très peur. Un autre livre qui me fait peur, pas pour les mêmes raisons, c'est Pénélope Rendita, qui est de Claire North, publié chez Hauteville, tout simplement parce que j'ai lu des retours très mitigés sur ce roman. Moi il me fait très envie parce que c'est une réécriture donc de l'Odyssée, notamment avec Pénélope lorsque Ulysse n'est pas là, donc pas du tout sur les mêmes thématiques, qui va devoir en fait tenir la maison et essayer de garder la place de son mari pendant qu'il n'est pas là. Voilà, beaucoup de mauvais retours, quelques très bons retours, donc je sais pas trop quoi en penser et ça me fait très peur. Je sais que le deuxième tome sort dans pas trop longtemps, donc ce serait chouette que je mette pas non plus ma vie à le lire. Mais voilà, il me fait vraiment peur et celui-là j'ai vraiment peur d'être déçue en fait. Un autre livre qui me fait un peu peur et y a pas vraiment de raison. Il s'agit de Le Lilas ne refleurit qu'après un hiver rigoureux de Martha Hall Kelly, publié chez Charleston, qui est sorti en poche chez Pocket d'ailleurs, qui est un roman qui va parler de plusieurs femmes pendant la Seconde Guerre mondiale. Il y a une personne qui travaille au consulat français de New York, il y a une adolescente polonaise et une médecin allemand qui va être sous le gouvernement des SS. Et ce livre me fait peur parce qu'il est déjà très gros. Et puis parce que cette autrice, j'en ai entendu tellement de bonnes choses que je me dis, et si la hype avait raison de moi? C'est vraiment mon interrogation sur ce livre et j'aimerais tellement pas que ce soit le cas parce que en fait j'ai acheté quasiment tous ces livres en grand format. Je suis bête des fois, pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai tout acheté alors que je n'ai encore jamais découvert sa plume? C'est très bizarre, mais bon bref, celui-là me fait très peur. Et enfin le dernier qui me fait absolument peur et qui est aussi le dernier de cette liste, je ne pense pas avoir besoin de vous dire pourquoi il me fait peur. Un jour de nuit tombée de Samantha Shannon, cette bête, parce que littéralement c'est une bête ou une arme de destruction massive, voilà. Qui pèse son poids, qui peut servir à assommer, voilà, qui clairement on ne prend pas avec soi dans le train pour lire, pour aller au travail, hein, clairement, qui va être un préquel au prieuré de l'Éranger et qui va parler en fait des sœurs, vous savez, l'espèce d'organisation un peu type monastère mais qu'avec des femmes. Pour rappel, on est dans un rénome et il y a des créatures légendaires, donc des dragons, des wyrms. Et on va parler un petit peu plus de la mythologie dont on nous parle justement dans le prieuré de l'Oranger. Ça fait une éternité que je l'ai, enfin une éternité, depuis qu'il est sorti. Ça fait pas si longtemps mais quand même. Et ça il va me falloir un mois de vacances pour le lire les gars. Pour l'instant, tant que j'ai pas de congé, ça me semble impossible. C'est trop. Ça demande trop d'attention, trop de concentration et je m'en sens pas capable.
Mais va falloir le lire parce que ben je l'ai pas acheté pour rien. Et voilà, on est arrivé à la fin de ces 24 livres pour 2024. N'hésitez pas à me dire quels sont les titres qui vous donnent le plus envie ou les titres que vous avez déjà lus et adorés dans cette sélection. Vraiment, n'hésitez pas à me le dire. Je vous remercie d'être toujours là et de m'apporter autant de soutien vidéo après vidéo. Vraiment un grand merci. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire, mettre un commentaire et un pouce en l'air. Si jamais vous êtes encore là à ce stade de la vidéo, n'hésitez pas à mettre un emoji cœur pour m'envoyer plein d'amour. Et puis comme d'habitude, en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite de merveilleuses lectures et je vous fais des bisous.